Marine Le Pen lors d'un déplacement en Touraine en 2013. L'utilisation du terme populiste et la portée de son sens posent problème et débat. Mais fait nouveau, certains penseurs et acteurs politiques, qualifiés de populistes, se sont mis à revendiquer cette étiquette au départ péjorative, comme nous rappelle Charles Courbet dans son livre Populisme, échec pour renouveau la démocratie, sur lequel je m'appuie pour introduire notre sujet. Il faut cependant différencier littérature populiste et populisme politique, qui sont les deux aspects que l'on va étudier au cours de notre conférence. Donc, pour notre premier événement de l'année, nous nous sommes intéressés à la montée en puissance du populisme en Europe et à l'international. Le fascisme est une version exclusée d'ailleurs, comme nous rappelait l'historien et académicien Pascal Horry au cours de notre travail préparatoire. Néanmoins, la littérature populiste est un courant qui tire ses origines des années 30, où en réaction à la littérature bourgeoise, Léon Le Monnier publie le manifeste du roman populiste, dont l'ambition apolitique alors était de faire vrai, de peindre la vie du peuple et d'évoquer sa réalité sociale. S'il figure aujourd'hui au nombre des chapitres à célébrer l'histoire littéraire, c'est certainement par l'acception plus large du terme populisme qui règne aujourd'hui et par une transformation de ce courant. En explorant les parallèles entre le populisme politique et la portraitisation littéraire des enjeux du peuple, nous pouvons découvrir comment les thèmes, les motifs et les récits utilisés dans la littérature reflètent, réagissent et parfois contestent l'idéologie populiste. Nous pensons qu'il serait intéressant de procéder à l'étude des œuvres à visée littéraire et des textes à ambition politique qui souhaitent parler du peuple, parfois même au peuple. Nous voulons nous intéresser aux rhétoriques, aux imaginaires et aux concepts convoqués dans cet ordre pour découvrir comment les intellectuels s'emparent de la notion du peuple. Et pour cela, nous bénéficions des présences croisées de Vincent Berthelier, maître de conférence en littérature française, auteur du livre Le style réactionnaire de Maurice Welbeck, sorti en 2022 aux éditions Amsterdam, ainsi que de Grégoire Kaufmann, historien, spécialiste de droite radicale, à l'origine de l'ouvrage Le nouveau FN, les vieux avis du populisme, publié en 2016 aux éditions du Seuil. Nous entrons maintenant dans la première partie de la conférence qui se concentre sur l'exploration approfondie de qu'est-ce que c'est le peuple. Donc, une première question pour Grégoire Kaufmann. Si les populistes s'accordent sur l'existence d'un peuple qui convient de mobiliser et de défendre, quelle définition du peuple pouvez-vous établir? C'est bon, ça marche comme ça ou je mets le micro ou c'est le micro? Bon alors je vais essayer de parler un peu fort. Alors, moi je suis un spécialiste, sinon des droites radicales, au moins de l'émergence du nationalisme à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que j'ai consacré ma thèse de doctorat au journaliste et polémiste Édouard Drumont, qui est l'inventeur en France de l'antisémitisme sous sa forme moderne, et qui a connu son heure de gloire dans les années 1800-1890. Il est l'auteur du best-seller La France juive, publié en 1886, qui est le grand best-seller de la décennie. Et il sera ensuite très actif au sein du journal qu'il va créer au début des années 1890, La Libre Parole. Je martèle ce titre car il constitue en quelque sorte une réponse à votre question, enfin un des éléments de réponse. La Libre Parole qui paraît avec le sous-titre La France aux Français, et c'est un organe quotidien populiste qui va avoir un rôle très actif par rapport aux grands scandales politico-financiers des débuts de la Troisième République, et notamment le journal qui va révéler l'affaire de Panama, qui est une affaire qui met en lumière les compromissions d'un certain nombre de représentants du personnel politique républicain avec les milieux d'affaires, avec ce qu'on a appelé la République des hommes d'affaires, au début de la Troisième République. C'est un scandale qui va durablement ébranler le régime et qui va faire perdre un certain crédit à ses représentants républicains. Et quelques années plus tard, en 1894, il est le premier organe à révéler l'affaire Dreyfus et à faire campagne contre les Dreyfusards. Et il est le fer de lance finalement de l'antisémitisme anti-Dreyfusard, qui aura un rôle très important dans ces années 1890 jusqu'au début des années 1900, puisque Édouard Drumont se fera élire député
d'Alger en 1898 sur un programme strictement anti-juif. Voilà. Donc moi j'ai étudié la naissance du phénomène populiste en essayant de décrypter finalement le succès d'édition et l'influence de ce polémiste halluciné Édouard Drumont, qui dès le début, par rapport à son entrée dans la carrière populiste en quelque sorte, lorsqu'il publie La France juive en 1886, eh bien, il prétend combattre au nom du peuple contre les élites. Évidemment, quel peuple et quelles élites? Le peuple de Drumont, le peuple idéalisé par Drumont, renvoie à la nostalgie d'un âge d'or pré-industriel, à une France enracinée dans ses guerrières, avec une vision mythifiée de la ruralité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est l'un des premiers dans ces années 1880 à céder à une description figée de la communauté nationale, en assimilant le peuple français finalement à un héritage catholique. Donc il y a cette définition du peuple comme un peuple façonné par l'héritage catholique. Et d'ailleurs, le peuple pour lui, c'est le peuple des catholiques de France qu'il va défendre ardemment. Il prétend d'abord et surtout s'adresser à eux. Il y a un trait d'équivalence entre l'héritage catholique et la définition de ce qu'être français. Et Drumont arrive sur la scène publique en estimant qu'il va être le nouveau prophète des catholiques français, en galvanisant le sens de leur combat vers une direction qui serait celle de l'antisémitisme, puisque le moment où s'installe la République anticléricale, le moment des grandes lois laïques, il y aura au début des années 1900 aussi la séparation de l'Église et de l'État, et Drumont se veut le héros, le champion de ces catholiques bafoués, humiliés par la République anticléricale, et pour lui le peuple c'est avant toute chose ce peuple-là. Bien sûr, après ça va un peu déborder, puisqu'il va redéployer son discours en direction de nouvelles catégories sociales, mais il y a une identité très forte au début, en tout cas en 1886, par rapport à ce catholicisme qu'il défend. C'est un peuple mythifié, c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inscrit aussi dans une tradition catholique paternaliste avec tributaire du catholicisme social, qui était une tradition très active au XIXe siècle. Et le peuple, pour Drumont, est toujours un peu un enfant. Il y a toujours ce regard un peu condescendant sur le peuple, dont il est issu par ailleurs, hein, puisqu'il est le fils d'un petit fonctionnaire à l'hôtel de ville. Il aura lui-même connu les asiles de nuit à la fin du Second Empire, il a côtoyé la misère, et pour autant, cette influence du catholicisme social fait que le peuple, pour lui, n'est jamais autonome, il n'est jamais l'acteur de sa propre histoire, et il y a toujours ce regard un petit peu en hauteur, un peu vertical, du prophète qui regarde le peuple pour lui indiquer la bonne direction. Mais ça va marcher, puisque Drumont va obtenir un succès assez incroyable chez les catholiques français déjà, qui trouvent au moins un ennemi à combattre qui serait le juif accusé de vouloir déchristianiser la France. Hein. Donc ça aussi, c'est un ressort du phénomène populiste à la Drumont. Et il va également être très lu dans les sacristies, chez les petits curés de village, inquiets, menacés par l'anticléricalisme du régime. Voilà, ça c'est le Drumont première mouture, et ce peuple-là renvoie à cette identité mythifiée catholique. On va voir après comment il évoluera et quelles seront ensuite les généalogies croisées qu'on peut identifier. Monsieur Bertolier, quelque chose à rajouter à cette définition? Non, mais justement, je me posais des questions sur l'ancrage concret de Drumont, parce que, et social notamment, parce que dans mon souvenir, en fait, il n'a jamais été très bien reçu dans le reste des cercles réactionnaires, justement à cause de ses origines populaires. Parce que je crois pas. C'est tout à fait vrai. C'est le grand paradoxe, c'est la grande souffrance, le drame de Drumont. Il est connu comme un type un peu mal élevé, mal habillé et autres. Voilà, c'est ça. On voit les commentateurs dans leur journal, ils puaient le bouc, il a une barbe hirsute pleine de poux, on l'appelait barbe à poux, il ne savait pas se tenir, il n'avait pas les codes aussi dans les salons parisiens. Il venait du peuple et il voulait s'en arracher en ayant un discours sur le peuple qui croyait être celui qui correspondait à ses aspirations. Mais il y a un côté plébéien, il y a un côté chez lui poissard, comme on le disait à l'époque, chez Drumont, puisque précisément il nourrira toujours une forme de haine et de violence à l'égard de l'aristocratie et des élites, qui provient aussi, je pense, de ses origines semi-populaires, puisqu'il est un fils de petit fonctionnaire, hein, c'est les classes moyennes de l'époque. Mais il y a toujours ce paradoxe chez Drumont de vouloir parler au nom du peuple, en ayant connu aussi ce qu'était le vrai peuple, puisqu'il l'a côtoyé dans les bas-fonds de Paris, et à la fois cette mise à distance du peuple par rapport à un discours où il va tenter de lui éclairer le chemin de la vérité,
et encore une fois une forme de discours très en hauteur par rapport à cette influence du catholicisme social. Mais évidemment, chez Drummond, il y a cet aspect du prophète polémiste halluciné qui fait peur dans les salons et qui fait peur aux honnêtes gens, quoi. Il y a ça chez Drummond, d'ailleurs, il va tenter de se présenter à l'Académie française à la fin de sa vie, et il va rendre ses visites pour poser sa candidature, et il va lamentablement échouer. On ne veut pas d'un Drummond à l'Académie française. Il n'a pas les codes, il est trop peuple, en quelque sorte. Donc oui, ça conforte évidemment votre analyse. Très bien. Une autre question pour Grégoire Kaufmann, cependant si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à rebondir dessus. Comment cette divergence conduit-elle à distinguer populisme de gauche, disons gauche radicale, et populisme de droite, donc droite populiste? Je vais parler encore de Drummond parce que c'est le début de mes réflexions sur ces phénomènes-là. J'ai commencé avec ma thèse sur Drummond. Après, j'ai beaucoup réfléchi sur l'histoire du Front National et des héritages croisés de cette famille politique et des sensibilités parfois contradictoires qui cohabitent au sein du même mouvement. En tout cas, chez Drummond, par rapport au discours antisémite, ce qui était très intéressant, et c'est pour ça qu'il est populiste au début, c'est que c'est l'un des seuls discours qui peut greffer à la fois une tendance extrémiste de droite et une tendance extrémiste de gauche. Extrémiste de droite, à l'époque, c'est l'ultra-catholicisme, le traditionnalisme conservateur et catholique, qui est celui en fait, des catholiques qui refusent les institutions républicaines. Et puis il y a une mouvance à l'extrême gauche, du côté des blanquistes, du côté aussi de certains marxistes, du côté aussi d'une tradition fourriériste, une tradition socialiste très présente au XIXe siècle, et qui déjà avant Drummond fait circuler des préjugés hostiles aux juifs. C'est le mythe du juif d'argent, le mythe Rothschild, le mythe du juif associé à la finance anonyme et vagabonde. Et c'est un discours anticapitaliste de gauche qui reprend à son compte certains poncifs qui se raccrochent à cette tradition antisémite de gauche. Et Drummond, très vite, je disais qu'au début il se positionne comme étant un des champions du camp catholique, mais il va voir que ses écrits reçoivent aussi un accueil très bienveillant dans certaines franges de l'extrême gauche française de l'époque, notamment du côté d'une revue qui s'appelle la Revue Socialiste, avec des personnages comme Benoît Malon, Rouanet, qui sont des intellectuels et des hommes politiques importants à l'époque de Drummond, et qui vont se dire, ce Drummond finalement, il nous est utile parce qu'il dénonce la finance juive, mais en fait il dénonce la finance en général, et puis ces coups de boutoir vont faire écrouler le système dans son ensemble, quoi. Donc même l'extrême gauche, je pense qu'elle va pouvoir instrumentaliser Drummond, qui lui en retour tente d'instrumentaliser l'extrême gauche en ayant un discours de plus en plus socialisant, parce qu'il s'inscrit aussi dans cette tradition antisémite de gauche, qui existe, et qui est vivante au XIXe siècle, mais qui ne fait pas encore système. Drummond, finalement, il fait la synthèse entre trois courants, et c'est en cela qu'il est l'inventeur de l'antisémitisme moderne, à la fois cette tradition ultra-catholique qui véhicule tous les vieux poncifs antisémites, le peuple déicide, le meurtre rituel, cette vieille hantise des catholiques à l'égard du peuple juif. Ça, c'est une première tradition très catholique et très ancienne. Et une tradition plus nouvelle qui est celle de l'anticapitalisme national socialisant, socialiste même, avec certains penseurs comme Toussenel. Et enfin, il va greffer à ces deux traditions une troisième tradition qui est l'antisémitisme biologisant, racial, qui prétend inférioriser le juif par rapport à des critères physiques, raciaux, avec une description somatique et physique du juif, etc. Et donc il fait la synthèse entre ces trois traditions, mais c'est un bariolage approximatif. Drummond n'a pas l'étoffe d'un théoricien. Ses écrits sont d'ailleurs, on pourrait dire, mal vieillis, c'est-à-dire qu'en fait c'est de la polémique et il n'y a pas d'effort doctrinal qui est engagé véritablement, avec des contradictions dans tous les sens, finalement, chez Drummond. C'est une synthèse très approximative, il faudra attendre les années 1900 pour avoir émergé sur la scène publique le véritable premier grand penseur, le grand théoricien du nationalisme français, j'ai nommé Charles Maurras, qui lui-même se revendique de l'héritage de Drummond. Merci beaucoup. Vincent Marchelier, pouvez-vous nous définir ce qui est devenu la littérature populiste des années 30 et évoquer la différence avec la littérature prolétarienne? Doit-on provenir du peuple pour parler du peuple? Alors, donc, en fait, comme vous l'avez rappelé, la littérature populiste, c'est un courant qui est un peu, qui a été amené à l'existence essentiellement par ce manifeste, le manifeste populiste de Lemonnier. À ce courant,
on rattache quelques noms qui sont en fait pour la plupart oubliés. Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais entendu parler d'André Terrive, et à vrai dire, c'est normal. En fait, la littérature populiste a essayé de faire un peu son trou à travers différents, à la fois d'autres courants, donc la littérature prolétarienne notamment, mais aussi face à des auteurs qui eux-mêmes ne se plaçaient pas forcément clairement dans telle ou telle école, et le principal, que pour le coup tout le monde connaît, c'est Céline. Une des obsessions d'André Terrive, l'acolyte de Lemonnier, ça a été de taper toute sa vie sur Céline pour dire que ça allait être démodé dans 5 ans, que ça n'avait aucune valeur littéraire, que c'était une langue complètement artificielle et autres. Bon, l'histoire littéraire a tranché en faveur de l'un plutôt que de l'autre. À vrai dire, ça se comprend parce que dans la production populiste au sens strict, la plupart des critiques littéraires reconnaissent qu'il n'y a pas vraiment d'apport nouveau, sinon un vague changement de thème, qui est le fait de parler des classes populaires, mais d'en parler en fait, alors en prétendant mettre de côté tout sentimentalisme, mais en fait c'est pas vraiment le cas. Souvent il y a des histoires, il y a pas mal d'histoires à l'eau de rose dans la prose de Terrive par exemple. Simplement ça met en scène les héros, ce sont des petits employés, des gens modestes. Et par ailleurs, les auteurs de littérature populiste, eux, ne sont pas nécessairement issus du peuple, voire ont un ethos, tout à fait bourgeois, et sont tout à fait bourgeois et réactionnaires dans le reste de leur position politique, mais aussi dans leur conception de la langue française. Terrive est un peu plus malin que la moyenne des puristes, mais il a globalement un rapport à la langue qui est extrêmement conservateur. Il a écrit un nombre considérable de textes sur la crise du français, etc. En fait, tout ça fait que la littérature populiste, au sens strict, n'a pas réussi à donner quelque chose de littérairement identifiable, ce qui explique qu'aujourd'hui ce soit un objet d'archéologie de la critique littéraire. Il n'y a pas grand-chose à en faire, et ça vaut sans doute pas trop le coup de la ressusciter d'une manière ou d'une autre. Alors après, le truc c'est qu'on peut peut-être relire tels et tels auteurs plus importants et plus intéressants de cette époque de l'entre-deux-guerres à l'aune de cette étiquette populiste, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le fait, qu'on applique cette étiquette, je ne sais pas, à Marcel Aimé, l'auteur des Contes du Chat Perché, qui a aussi écrit un certain nombre de romans, nouvelles, qui sont très appréciables, moi je suis très amateur, ou même des romanciers comme Bernanos, qui sont très compliqués à saisir politiquement, qui sont à la fois à l'action française, mais qui justement essayent de se détacher de l'ancrage purement aristo-bourgeois de l'action française. Bon, en fait, si on accole cette étiquette-là à ces auteurs, c'est fait par un anachronisme volontaire, c'est-à-dire c'est en projetant des catégories, la catégorie d'ailleurs très souple de populisme qu'on utilise actuellement, et en la plaquant sur des auteurs de cette période, plus qu'en référence à ce manifeste qui intéresse l'histoire littéraire, mais pas beaucoup plus. J'ai une question justement par rapport dans la littérature, plus récemment, après les années 30, est-ce que le regard paternaliste que vous pouvez voir de nous porter sur le peuple se voit aussi quand les auteurs s'emparent du peuple, justement, on parle du peuple en littérature, plus récemment, est-ce qu'il y a ce regard paternaliste sur une plèbe ou au contraire, ça se manifeste différemment? Oui, si on prend le dernier roman de Houellebecq, Anéantir, il y a cette espèce de... Il y a un moment, il y a un portrait d'un couple. Alors, je ne sais plus si elle est infirmière, lui c'est un petit employé, ouvrier, bon, peu importe. Voilà, c'est le peuple. Évidemment, ils sont électeurs du Front National, militants, et Houellebecq s'ingénie à les présenter comme des gens charmants, gentils, etc., bien braves, qui vont les aider à faire leur petite opération, une opération d'exfiltration du père du héros qui est enfermé dans sa maison de retraite.
Bon, ce sont des personnages qui dans le roman sont très secondaires, et dans l'ensemble, dans les romans de Houellebecq, en fait, tous les héros sont plutôt des CSP+. Et les personnages populaires, issus des classes populaires, qu'on entend par là, blanches ou non blanches, sont toujours dans l'arrière-fond et font l'objet d'une attention lointaine et tantôt d'une sympathie distante, comme c'est le cas dans son dernier roman, tantôt d'une ironie plus franchement assumée et plus franchement élitiste sans doute. Voilà ce que je pourrais dire. En creux, il y a ces braves marinistes qui habitent dans la région du Beaujolais et qui finalement encouragent la sympathie du lecteur. Et puis, je pense qu'il y a un personnage un peu antithétique, c'est cette journaliste qui a fait carrière au Nouvel Obs, qui représente un peu l'élite de la gauche culturelle et qui est vraiment décrite dans des termes les plus crus et les plus misogynes, en fait, les misogynes, voilà, parce que faut jamais le peuple, il y a aussi la misogynie. Chez Houellebecq, c'est quelque chose qui bref. Et donc, il y a aussi voilà, cette espèce de portrait assez. Voilà, ce coup de mariniste. D'ailleurs, quand on a dit que Anéantir était finalement un roman assez peu politique de Houellebecq, moi, enfin, pour ma part, j'ai trouvé que c'était très politique. La critique a dit voilà, Houellebecq s'est un peu calmé avec Anéantir, on est dans un registre qui porte. Oui, métaphysique, ça parle de la mort, de rapport à son père. Exactement. Alors qu'en fait, non, quand il nous décrit ces villages islamisés, quand il nous décrit ce groupe de marinistes, pour moi, il y a quand même un vrai discours politique. Oui, et il y a une des caractéristiques du roman, alors c'est une fiction, mais justement en tant que fiction, il y a un côté très, comme disaient les Anglais, wishful thinking. C'est-à-dire c'est un roman qui représente la mort complète de la gauche. Ce qui, bon, on en pense ce qu'on veut de la gauche, mais de fait, quand Houellebecq le publie, il y a un certain candidat de gauche radicale qui fait quand même un score beaucoup plus important que n'importe quel candidat l'ayant précédé dans les élections précédentes. Donc, c'est assez curieux, il y a une certaine dissonance entre l'analyse proposée par le roman, au sein de la fiction, et la réalité politique française. Et bon, tout ça dit quand même quelque chose du paysage politique souhaité, fantasmé par l'auteur. On trouve déjà les prémices, déjà dès les parties plus élémentaires, voire même avec l'extension. Par ailleurs, juste une petite question. Est-ce que par ailleurs vous aimez bien Houellebecq? Ouais, plutôt, mais je trouve j'ai tendance à penser, peut-être que la terme me trompera, mais que j'ai un peu fini. Voilà, en fait, sérotonine et Anéantir, c'est vraiment Houellebecq qui se caricature lui-même. Juste par curiosité. Ouais, c'est vrai, sérotonine aussi. Par curiosité, qui est Houellebecq? Est-ce que vous lisez beaucoup Houellebecq, une génération? Comment vous vous positionnez par rapport à Houellebecq? Ça m'intéresserait de voir par rapport à cet échantillon. C'est vrai qu'ils lisent Houellebecq régulièrement ou un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pas qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un peu de temps. J'ai lu seulement La carte du territoire, puis autrement j'ai trouvé que c'était un roman assez moderniste, c'était mon premier contact. J'ai rien trouvé de trop sulfureux, mais on m'a dit que c'était un des moins pires, un des plus intéressants. Il a écrit pour avoir le concours et il l'a eu. Il a freiné ses ardeurs dans celui-ci. Donc il n'y a vraiment pas grand monde qui en lit. Et bon, alors ça s'explique sans doute par différents biais aussi, que je ne sais pas si c'est parmi les étudiants de lettres de la Sorbonne que c'est Houellebecq le plus lu. Mais je soupçonne aussi que c'est une possibilité, je ne veux pas faire de prophétie ou de pronostic, mais dans le cas de Houellebecq, on a un auteur qui a été extrêmement médiatisé, qui l'est toujours, qui a beaucoup de succès, mais en fait, qui a un rapport avec l'université assez compliqué. Il est commenté à l'université et c'est quand même une instance de consécration qui compte beaucoup dans la postérité. Mais en fait, tout ça ne dit pas forcément grand-chose de ce que Houellebecq sera dans l'histoire littéraire des 20, 30, 40 prochaines années. Et notamment, parfois, je pense à un auteur très différent, qui est Henri de Monterland, qui est un énorme best-seller dans les années 20-30 et en fait est juste dans les années 50.
qui avait un très gros succès de vente, qui avait en même temps une reconnaissance symbolique très forte, qui est connu comme grand auteur, et qui est tombé complètement dans l'oubli. Si vous traînez chez les bouquinistes, vous regardez les rayonnages de Pléiade et vous voyez plein de Montauban, parce que personne n'en achète. Et c'est, en fait, vous auriez dit ça à un lecteur moyen, y compris à un lecteur de gauche, pas dans les opinions de Montauban, dans les années 50, ça aurait été complètement impensable, je pense. Et simplement parce que les transgressions, la posture provocatrice qu'incarnait Montauban à l'époque, est aujourd'hui passée de mode et passablement regardisée. C'est un. Ce qui me laisse le mec. C'est peut-être. Peut-être. Voilà, c'est possible. C'est une hypothèse. Je suis pas sûr que. Je sais pas à quel point ça peut encore parler pendant longtemps. C'est une question que je me pose. Moi, je sais pas, ce que j'aime, c'est qu'en fait, il suscite souvent le rire chez le lecteur parce qu'il y a un sens de la satire sacrément efficace, quoi. Et le plaisir de lecture réside souvent uniquement dans cette lecture. Le peuple, en sa plus haute idée, se trouve difficilement dans le peuple, écrit l'historien Jules Michelet. Jules Michelet assume donc d'écrire l'idée d'un peuple. Monsieur Berthollet, cette portraitisation du peuple selon un idéal plutôt que selon une expérience est-elle un phénomène courant? Pouvons-nous parler d'un risque de dérive vers une fétichisation du peuple? Alors, ça tombe bien parce qu'en ce moment, en plus, je fais cours sur Michelet, j'aime bien Michelet. Non, je ne pense pas qu'il y ait fétichisation du peuple. Alors, il y a une fétichisation du peuple chez Michelet, évidemment, mais il faut, à mon avis, bien voir au prix de quoi elle se fait, ou plutôt contre quoi elle se fait. C'est-à-dire que chez Michelet, il y a justement une mise à l'écart de tout un tas d'éléments au profit d'une définition du peuple comme se faisant lui-même. Et dans ces éléments que Michelet met à l'écart, alors même que ce sont des éléments qui ne sont pas spécialement chargés politiquement à l'époque, pas polémiques ou autre, il y a entre autres la race. Michelet commence son histoire de France en disant, bon, dans l'histoire de France, il y a tout un tas d'éléments déterminants. Mes prédécesseurs, comme Augustin Thierry, comme Thiers, etc., en ont relevé tout un tas et parfois ont donné trop d'importance à certains. Et notamment, ils ont donné trop d'importance au facteur racial, à l'origine celtique, germanique, etc., ou romaine supposée du peuple français. Tout ça, en réalité, ça ne compte pas beaucoup. Et en fait, ce qui compte, c'est le peuple se faisant. Et à mon avis, chez Michelet, c'est surtout ça qu'il faut retenir. En fait, c'est la mise alors qu'à l'époque, il n'y a pas de dimension. Michelet ne le fait pas dans un but antiraciste. En fait, c'est pas un enjeu qui se pose pour lui. L'enjeu qui se pose pour lui, c'est défendre la révolution, les valeurs républicaines contre les réactionnaires, contre les monarchistes. C'est ça le vrai image. Et pourtant, il y a quand même un potentiel dans cette méthode, ce parti pris de Michelet, qui, à mon avis, est très précieux, y compris aujourd'hui, de définir le peuple un peu en creux, et comme unité se faisant elle-même, choisissant son histoire aussi. Ça, c'est quand même un élément important de mettre de côté quand même la fatalité historique, disons. Donc voilà, que Michelet après projette tout un tas d'affects sur le peuple, ça c'est une chose. C'est ce qui fait la saveur de sa prose. Mais à mon avis, il énonce là quand même quelque chose des principes politiques qui sont assez Mais justement, dans son histoire de France, il fait la distinction, en fait, il prône le paysan en campagne au pluri en ville. Est-ce que justement, quand on s'empare du peuple en littérature, on prône en fait la France qui travaille, la France, mais de manière honorable Est-ce que c'est là la fétichisation en fait? Ouais, alors, oui, il faudrait sans doute, là c'est quelque chose, ce que vous décrivez, c'est quelque chose qui est assez répandu, et d'ailleurs répandu à droite comme à gauche. C'est-à-dire que dans la littérature de gauche, dans les chansons aussi, le thème du peuple qui travaille est opposé aux parasites, aux oisifs, ça, ce que vous avez dans les paroles de l'international, la oisif, ça c'est des
là, pour le coup, vous avez très fréquemment une opposition entre le paysan qui travaille, le paysan et l'artisan. Donc justement, le peuple, dans cette littérature, est souvent ramené à une figure de travailleur qui passait. Et les ouvriers servent très fréquemment de figure repoussoire. Ce qui, dans les années 20-30, se comprend assez bien politiquement, puisque en fait, l'ancrage ouvrier de mouvements comme l'Action française, par exemple, il est plutôt faible. L'Action française a essayé d'avoir un ancrage ouvrier, ça a été un échec. Ce qu'ils ont fait avec le cercle Coulon, qui essayait justement de faire ce genre d'alliance stratégique. En fait, ça a été une tentative extrêmement minoritaire de nouer des contacts avec les syndicalistes, mais ça a globalement échoué. Et par conséquent, l'ouvrier devient une figure repoussoire d'individus atomisés, déracinés, pas vraiment français, mais chez les ouvriers français de l'époque, évidemment. Et tout ça est censé expliquer dans cet imaginaire que les ouvriers s'orientent mal politiquement aussi. Parce que c'est aussi l'opposition ville-ruralité, c'est-à-dire l'image de la métropole tentaculaire de la ville qui dévoie, qui corrompt, qui énerve, qui altère le système nerveux du travailleur, arraché à son champ pour venir dans la grande Babylone. Ça, c'est aussi cette vision très crépusculaire et nostalgique aussi, parce qu'il y a aussi cette nostalgie d'un âge d'or, des penseurs de droite, enfin plutôt à la droite de la droite, par rapport à la figure idéalisée du paysan, à la différence de celle du citadin. C'était aussi la peur de la grande ville, de la ville juive, comme disait Drummond pour parler de Paris. C'est la ville haussmannienne, c'est plus le vieux Paris, c'est la ville moderne qui fait venir à elle les enfants de la glèbe et de la plèbe, qui ont fait des ouvriers qui vont s'assommer dans le caboulot, vision qu'on peut retrouver aussi chez Zola, qui est une tendance politique, mais cette image tentaculaire et corruptrice de la ville est aussi, je pense, un tropisme du discours de la droite littéraire. Je parle sur le contour de mon collègue. Non, mais j'aurais rien à retirer là-dedans, et j'ajouterais simplement un petit élément, c'est qu'il y a aussi un facteur sociologique qu'il faut prendre en compte chez un certain nombre des auteurs plutôt basés à droite ou à la droite de la droite qui travaillent littéralement ces images, c'est que ce sont des gens qui ont une formation littéraire et souvent pas menée jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont une formation littéraire sans être des universitaires, ils n'ont pas de doctorat, certains sont normaliens, ou on a des règles, mais en fait ils ne sont pas implantés dans l'université, ils ont plutôt des professions de journalistes et autres, et disons qu'ils sont concurrencés dans le monde intellectuel par l'arrivée d'une nouvelle élite qui se recrute plutôt chez les ingénieurs. Et c'est assez étonnant de voir chez un certain nombre de ces écrivains une hostilité à l'encontre des sciences, à l'encontre des réformes de l'éducation qui donnent une importance beaucoup plus grande aux sciences, pas seulement mathématiques, physiques, etc., que aux humanités. Et il y a là-dedans, on peut voir à travers tout ça une sorte de sentiment de déclassement de ces écrivains, journalistes, intellectuels, qui eux-mêmes, dont la valeur intellectuelle est, si vous voulez, une valeur je ne sais pas le terme là, mais qui se. Voilà, il y a une menace de dévaluation qui s'explique par l'évolution des élites françaises qui, après la Première Guerre mondiale, on a besoin d'ingénieurs, donc on en forme, on change les cursus scolaires, et tout ça est assez mal perçu, et souvent ça rentre en résonance avec la critique des sciences déshumanisantes qui va avec la critique de l'industrie, du machinisme, qui crée des ouvriers aliénés.
D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je crois que dans cet entre-deux-guerres, finalement, la figure répulsive entre toutes, c'est celle du polytechnicien, l'ingénieur en titre, quoi. Aujourd'hui, c'est celle de l'énarque. Mais je crois que la haine du polytechnicien a sans doute précédé aussi le discours de rejet par rapport à l'énarchie, etc. Ça commence aussi par rapport à ce rejet des sciences, un rejet qui s'exprime aussi au nom d'une culture enracinée dans la littérature et les humanités. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi? Est-ce que cette... Alors, sur les polytechniciens, moi, je n'ai pas croisé ça. Après, effectivement, le fait qu'on oppose une culture nationale à une science qui est non nationale, voire cosmopolite, il y a aussi un certain relais pour les discours type... les juifs, en fait, c'est des ministres juifs qui soutiennent les réformes de l'éducation. Il y a beaucoup d'hostilité contre Jean Zay, qui justement essaie de moderniser un peu l'éducation et qui se fait attaquer là-dessus parce qu'on dit, ah oui, forcément, c'est un juif, c'est un déraciné, c'est pas un vrai français, donc il promeut la science plutôt que la langue, le latin, etc. Donc, sur les politiciens, il faudrait creuser. Non, parce que j'ai croisé quand même la figure comme ça, diabolique du polytechnicien. C'est ça, ça m'étonne pas. Si le populisme, pardon, vous avez quelque chose. Donc, si le populisme correspond ni à un courant politique clairement identifié, on peut s'appuyer sur une définition unitaire du peuple, comme on a pu voir. Nous allons voir cependant qu'il repose sur une série d'éléments qui tendent à le caractériser dans les écrits et dans la littérature. Alors, c'est déjà un peu ce qu'on a pu aborder. Je pensais notamment à la fondation d'une élite corrompue et déconnectée qui devient un thème récurrent dans le discours. C'est un phénomène très présent, notamment sûrement aussi la rhétorique du FN. On disait, on a déjà pu un petit peu en parler avec l'antisémitisme, mais il est bien définir qui se cache derrière l'ennemi commun face à cette société traditionnelle. Je vais répondre à une question, mais simplement, ça peut penser quelque chose, ça me pose la question. Le complot de la synarchie pendant l'occupation, c'est bien le polytechnicien qui se prit pour cible. J'ai juste l'esprit d'escalier, mais ça fait penser à ça. Voilà, la synarchie, c'est un complot. En fait, les collaborationnistes parisiens pro-hitlériens dénoncent un complot synarchique qui regrouperait des francs-maçons et des polytechniciens au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation et cette hantise des polytechniciens. Bref, je vais faire la parenthèse, je ne suis pas obsédé par les polytechniciens. Non, oui, pour répondre à votre question, c'était quoi déjà en fait? C'est autre chose. Désolé. C'était par rapport à la représentation dans les discours d'une élite qui est corrompue et déconnectée face à une société homogène et traditionnelle, et vraiment définir qui est cette élite qui menace le peuple. Aujourd'hui, par exemple, dans le discours du RN, ce serait l'élite mondialisée, les eurocrates de Bruxelles, le gouvernement mondial, c'est aussi un terme qui revient de temps en temps dans le discours de Marine Le Pen, une espèce de gouvernement transnational mondial. D'ailleurs, il y a aussi chez elle cette valorisation des patriotes contre les mondialistes, les nationaux contre ceux qui prônent l'ouverture et la mondialisation. Donc, oui, dans le discours de Marine Le Pen, c'est une sorte d'identité fantasmée, jamais très clairement définie, qui définit finalement l'élite transnationale en cheville à la fois avec la politique et les milieux d'affaires, très fantasmé. Et là, il y a aussi un discours qui est celui de la hantise des puissances d'argent. J'en parlais par rapport à tout le monde, même si Marine Le Pen n'a jamais été prise en défaut sur la question de l'antisémitisme, il y a quand même parfois, quand on vient de sa famille politique, certains termes sont vraiment chargés aussi de sens et d'histoire, et on ne peut pas s'empêcher de chercher à identifier des sous-textes lorsqu'elle dénonce le gouvernement mondial ou le nomadisme de Jacques Attali. Certes, elle n'a pas été prise en défaut sur l'antisémitisme, mais il y a peut-être un inconstant structurel, peut-être pas inconscient d'elle-même, qui fait que forcément on pense à cette tradition-là, qui a évidemment des connexions depuis très longtemps avec la tradition antisémite depuis Drummond qu'on retrouve chez Maurras et qu'on retrouve chez Céline et tout. Donc c'est cette élite, voilà, c'est elle. C'est aussi, je pense, du point de vue, pour en revenir au discours du RN Marine Le Pen, c'est aussi ce rejet de démocratie représentative. Elle valorise la démocratie directe, l'appel au référendum, c'est un discours qui tend à démonétiser les intermédiaires, c'est-à-dire les intermédiaires élus. L'idée, c'est d'appel au peuple, à la démocratie directe, qui s'inscrit d'ailleurs en partie aussi dans la tradition bonapartiste, en fait, c'est aussi un mélange. Mais il y a chez
chez elle, évidemment, cette idée, par exemple, cette méfiance par rapport au parlementarisme, au régime d'assemblée. Chez Marine Le Pen, c'est quelque chose qui a des son entrée en politique, c'est-à-dire le parlementarisme, plutôt le parlementarisme bourgeois, ce sont les intermédiaires qui parasitent la relation que pourraient entretenir les élus et le peuple. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, c'est cet appel au peuple et cette valorisation de la démocratie directe contre la démocratie représentative. Et donc les élites chez Marine Le Pen, ce sont aussi les tenants de cette démocratie représentative. Et elle valorise encore une fois, elle, voilà, un changement de constitution pour l'appel au référendum sur le modèle un peu suisse, californien. C'est quelque chose qu'elle a essayé un peu de recycler, et qui a fait une forme de continuité dans son discours. Qui n'est pas un discours anti-républicain, au contraire, qui serait un discours hyper républicain, dirigé contre les élites. Voilà, donc il y a aussi cette manière de reprendre une terminologie, ce voulant républicaine pour dénoncer les institutions à la République. Il faudrait quand même pas faire de cette critique du parlementarisme qui, à mon avis, a sa légitimité. J'ai besoin de faire il faudrait pas faire de cette critique du parlementarisme disons, le monopole de Marine Le Pen. Un marqueur de l'extrême droite. Et un marqueur de l'extrême droite. On la retrouve chez Mélenchon. Cet appel à la démocratie directe au référendum s'observe aussi dans les rangs de Mélenchon. Et évidemment, ce n'est pas uniquement un marqueur de l'extrême droite, mais c'est un marqueur qui a une longue histoire à l'extrême droite. Pareil. Alors, sur cette question, là je vais parler en tant que littéraire et j'ai personnellement l'impression qu'il y a là-dessus une sorte de dissonance entre la vie politique et la vie littéraire sur la question des élites. Bon, ce qui, en fait, quand on y réfléchit, a des raisons un peu évidentes, c'est que la littérature reste un loisir. Bon, ça a été un loisir de masse dans les années 60 à 80. Aujourd'hui, ça tend quand même à ne plus trop l'être. Et dans la littérature que j'ai étudiée, qui est quand même de la littérature comme on dit, de production assez restreinte, les auteurs d'extrême droite n'ont pas tellement tendance à se focaliser sur les élites. Ça arrive, évidemment, ça arrive à travers certaines figures, donc Milorad Hoffman parlait de cette journaliste bobo totalement odieuse dans L'anéantir, il y a des figures repoussoires, bien évidemment. Mais chez un certain nombre d'écrivains, on trouve quand même, on peut trouver une idéalisation paternaliste du peuple, etc., mais on trouve quand même aussi un élitisme revendiqué sur des bases culturelles et qui en fait s'inscrit souvent dans une lignée assez continue avec depuis disons la pensée réactionnaire nationaliste d'un Maurras jusqu'à aujourd'hui des auteurs comme Renaud Camus par exemple, l'inventeur de la formule de grand remplacement. C'est quelqu'un qui assume tout à fait son élitisme langagier, son élitisme culturel, etc. et qui trouve ça très bien. Donc après, chez lui, vous trouvez un discours consistant à dire qu'il y a un grand remplacement qui est ourdi plus ou moins par des élites technocratiques, mais ça ne rentre pas en contradiction chez lui avec la valorisation d'élites culturelles et d'une sorte d'aristocratie de l'esprit dont il se revendique complètement. D'ailleurs, en fait, on retrouve peut-être cette dimension-là dans Anéantir. Finalement, le personnage qu'on a envie, avec lequel on a envie d'aller déjeuner ou dîner quand on a fini le bouquin, c'est Bruno Le Maire. Non je veux dire, c'est l'incarnation de l'élite. Le philosophe roi. Voilà. Le philosophe roi. C'est vrai qu'il y a aussi cette élite, cette vision hiérarchique des rapports sociaux est aussi un héritage de l'extrême droite. Est-ce qu'on la retrouve chez Houellebecq ou pas? Pas peut-être dans Anéantir précisément. Chez Houellebecq, c'est compliqué parce que, en fait, si on regarde la leçon politique d'Anéantir, qu'est-ce que c'est? Donc, ce personnage de Bruno Juge, bon, bref, il a adoré ça, Bruno Le Maire, il était très flatté d'ailleurs. C'est un petit nuage. C'est dans le roman, entrevoit une réforme constitutionnelle qui consiste en quoi? Qui consiste à renforcer considérablement le pouvoir exécutif.
et à supprimer un certain nombre de verrous au fait de gouverner, en gros, de gouverner par décret. Donc c'est quelque chose par ailleurs qui va tout à fait dans le sens des réformes constitutionnelles actuelles et des réformes de l'exercice du pouvoir politique en France. Et c'est assez curieux parce que dans ses prises de position publiques, Houellebecq, lui, se dit plutôt partisan de la démocratie et d'une démocratie sous une forme plutôt de démocratie directe et prend volontiers comme modèle le modèle suisse. Ce qui est en contradiction assez directe avec le modèle présenté comme désirable dans ce roman. Alors, est-ce que ça indique un revirement de Houellebecq politique? Bon, il faut évidemment être prudent. Peut-être Bah, un système de littérature. est-ce que c'est un petit jeu pour brouiller les pistes, etc. Bon. Et vous en pensez quoi, au fond? C'est pour brouiller les pistes? J'en pense pas grand-chose. Après, s'il s'agit de représenter les désirs politiques d'un personnage tel que Bruno le juge, avec les échos qu'on peut, voilà, les référents qu'on peut lui trouver, ça reste tout à fait juste. Je pense que c'est ce désir de renforcer le pouvoir exécutif et un désir partagé par une large partie de la classe politique française. Et à mon avis, c'est partagé aussi par la frange la plus à droite qui, en termes de démocratie directe, j'attends de voir, et j'espère qu'on ne verra pas, mais je suis parfois un peu sceptique sur cette question. Mais justement, pour regarder l'aspect littéraire plutôt, vous parliez tout à l'heure d'un aspect plutôt d'un point de vue du cadre spatial. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'influence de l'environnement plutôt urbain ou plutôt rural dans la représentation du peuple dans la littérature, qui pourrait être différente du coup de la représentation du populisme d'un point de vue plutôt politique? Alors, en fait, le problème avec le choix de différencier par rapport au populisme, c'est que bon, moi j'ai tendance à me méfier de cette catégorie de populisme qui est vraiment très souple et pas toujours très opérationnelle, notamment quand on veut travailler les textes littéraires. Après, sur la question du milieu, des représentations spatiales, oui, c'est dans la littérature que j'ai étudiée, c'est quelque chose de tout à fait récurrent, le rôle, la valorisation, parfois chargée d'ambiguïté de la campagne, qui est une terre caractérisée par son authenticité, avec ce que ça peut comporter d'ambiguïté, parce que souvent, en fait, les écrivains, c'est des urbains, c'est des Parisiens, donc ils se rendent parfois compte que ce portrait idéalisé, en même temps, ce paysage, ils se reconnaissent pas dedans. Si vous prenez le roman de Drieux-La Rochelle, Gilles, donc Drieux-La Rochelle, écrivain pro-fasciste, fortement engagé pour constituer une espèce de national-socialisme à la française. Quand il écrit Gilles, ça se passe essentiellement à Paris. Et il y a tout un tas de passages où il va retrouver son maître à penser en Normandie. Et en fait, quand on regarde ces passages-là, on voit bien que le héros, qui est une sorte d'autoportrait diffracté de Drieux lui-même, à la fois il fantasme cette campagne, il fantasme la paysannerie, la Normandie, bien blanche, blonde, aux yeux bleus, bien charnue et tout ça. Et en même temps, lui-même, c'est un décadent. Et il se sait décadent. C'est un Parisien, un fêtard alcoolique. Et en fait, cette représentation de la campagne, c'est un idéal, mais qui est aussi représenté comme inatteignable. Donc, pareil, en littérature, il y a ce phénomène un peu particulier qu'on retrouve des éléments de discours qui sont présents, qui jouent dans le discours politique de manière plus large, mais avec ce biais sociologique un peu particulier des écrivains. Alors après, moi, je n'ai pas travaillé sur des écrivains régionalistes type Alphonse de Chateaubriand ou autres, chez qui je pense que ce serait beaucoup plus littéral. Si vous regardez du côté d'un écrivain comme Ramu, on pourrait sans doute dire la même chose chez Giono. Il y a une peinture de la terre et du retour à la terre qui est tout à fait univoque, sans ambiguïté, comme
on retrouve son authenticité, ses valeurs, ses racines, sa langue, sa manière de parler, qui n'est pas justement déformée par les Français savants de Paris, qui est un faux français. Donc tout ça ouais, vous le retrouverez aussi chez des auteurs qui justement s'éloignent un peu de la production littéraire parisienne. Donc, il faut voilà, comme ça tenir disons, l'analyse de discours politique un peu large et avoir toujours en tête le substrat sociologique des écrivains qui pèsent beaucoup dans leur représentation. Et d'un point de vue géographique du coup plus urbain, est-ce qu'il y a une différence entre l'urbanisation parisienne et l'urbanisation de des grandes villes de France en fonction de là où la narration prend place dans les villes de littérature? Alors, le statut, ouais, il y a un statut très particulier de Paris. Si on doit rattacher ça à une forme de populisme, il y a effectivement, c'est présent en fait chez des auteurs qui sont de purs parisiens revendiqués. Il y en a un certain nombre, y compris, alors quelle que soit leur origine sociale pour le coup, que ce soit parfois des grands bourgeois parisiens ou des gens issus de milieux beaucoup plus populaires. Donc ça va de Céline à des auteurs pas très connus comme Abel Herman, sur lesquels j'ai un peu travaillé, qui est vraiment un grand bourgeois, voilà. Mais qui tous se revendiquent de leur identité parisienne contre les provinciaux, contre ceux de villes intermédiaires, contre les Lyonnais et autres, qui aiment bien revendiquer une identité parisienne un peu canaille. On est de Paris, on connaît l'argot, on a des accointances, on se prétend des accointances avec les ouvriers, etc. Et donc il y a une identité parisienne un peu spéciale, effectivement, qui ressort de la littérature. Et puis Paris aussi, pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est aussi parfois c'est quand même un espace d'émancipation. Pareil, si je reste sur les auteurs sur lesquels j'ai travaillé, quelqu'un comme Lucien Robatet, auteur collabo qui vient du Dauphiné, pour lui, Paris, c'est enfin j'ai quitté tous ces provinciaux étriqués bourgeois et je me retrouve dans un lieu où ça bouge, où il y a de l'avant-garde artistique et tout ça. Et donc, ces auteurs-là sont attachés au dynamisme spécifiquement parisien. Il y en a qui a vraiment chanté Paris de livre en livre et qui correspond bien aussi à cette prétendue volonté d'encanaillement dans les caboulots de la rive gauche ou de la rive droite, c'est Léon Daudet. Ouais. Parce que là, il surjouait ce côté canaille quand il était élu à la Chambre. Il était assez populaire chez les Parisiens. Et c'est vrai qu'il faut le suivre dans ses virées à Paris, parce qu'il nous raconte ce qu'il faisait à 20 ans. Il va un peu partout, mais c'est aussi une posture, non? Oui, c'est aussi une posture, parce que surtout les Léon Daudet, c'est vraiment un fils d'eux. Ouais, c'est sûr. Donc oui, et puis il y a une anecdote que j'aime vraiment beaucoup qui illustre assez bien ça, cette volonté d'encanaillement, cette volonté de se légitimer, un truc qu'on trouve pour le coup aussi à gauche, évidemment, de jouer les prolos. Quand Bernanos parle de sa jeunesse, donc il était camelot du roi, royaliste, il allait se battre, etc. Et il raconte qu'il finissait à la santé, et qui finissait à la santé en prison. À chanter avec la CGT. Comment ça? Oui, à chanter avec les ouvriers, à chanter l'Internationale et Vive le Roi. Anecdote racontée par Bernanos, dont les tendances affabulatrices et auto-persuasives sont quand même assez affirmées. Et en fait, quand vous regardez les témoignages de ses copains royalistes de l'époque, ils disent pas trop la même chose. Ils disent: ah oui, Georges, je m'en souviens, il a essayé de convaincre tel ouvrier qui était en cellule avec nous du bien fondé, du nationalisme intégral, du racisme, et il a failli se faire casser la figure. Donc voilà, ça dit bien la part de fantasme qu'il y a là-dedans et de posture, effectivement. Léon Daudet, il est intéressant parce qu'il est l'une des grandes figures de l'action française avec Charles Maurras. Il va rejoindre Charles Maurras dans les années 1900 et devenir très populaire au sein de l'action française. Monsieur Kaufmann, dans votre livre Le Nouveau FN, les vieux amis du populisme, vous étudiez donc la rhétorique empruntée par ce parti. Et je pense à cette citation, parce que j'aime bien les citations. Donc, le véritable contre-pouvoir, c'est vous, le peuple, pas ces petits faillots du système, sous-entendu les médias. Donc est-ce qu'aujourd'hui, centraliser son discours autour du peuple, c'est aussi dénoncer le système médiatique
et peut-être aussi parler de comment les nouveaux moyens de communication peut-être révolutionnent le discours, la rhétorique populiste. De toute façon, le pénisme et le néo-lepénisme, en fait, ses conditions d'épanouissement et son installation dans la durée cohabitent avec une hostilité toujours renouvelée à l'égard du système médiatique ou médiatico-politique. Le Pen, dans les années 1980-1990, il y a une affiche, on voit Le Pen, le peuple, hein, c'est le slogan. Et parallèlement à ça, il va s'attaquer à tous les journalistes de l'environnement parisien, avec des attaques nominatives souvent teintées d'antisémitisme assez assumées. Et il y a aussi au sein de ce parti, évidemment, une paranoïa, je dirais presque légitime à l'égard du système médiatique, parce qu'ils ont souvent été pris pour cible, parfois de manière très violente. Et donc il y a aussi, c'est pour ça qu'il y a cette mentalité obsidionnelle, cadenassée, cette paranoïa ambiante au sein du Front National qui provient aussi de la suspicion à l'égard du système médiatique. C'est-à-dire qu'il y a cette manière de verrouiller. Et aussi ce mode de fonctionnement très hiérarchique, cloisonné et horizontal du parti provient aussi de la terreur de la fuite. C'est quelque chose qui dit beaucoup sur la relation du Front National avec les médias, qui est une relation contrariée depuis la naissance du phénomène Le Pen dans les années 1980. Il ne faut jamais oublier aussi la place occupée par les médias dans la naissance du phénomène Le Pen. C'est-à-dire qu'on a un moment où Le Pen il fait 1 ou 2% dans les sondages. François Mitterrand, après le tournant de la rigueur, cherche un moyen de refédérer son camp autour d'un levier mobilisateur qui sera l'antiracisme militant. En fait, il abandonne les utopies révolutionnaires qui l'ont fait élire en 1981. Il abandonne ce désir de changer la vie et il va très habilement et avec un machiavélisme assumé, enfin en tout cas peut-être pas assumé en direct, mais les historiens le montreront bien ensuite, faire inviter Jean-Marie Le Pen dans la grande émission politique du service public, qui est l'heure des vérités sur Antenne 2. Et Le Pen, ce jour de février 84, va littéralement crever l'écran. Une grande peur s'installe à gauche, et la gauche retrouve soudain un motif de croire et d'espérer. Donc l'antiracisme redevient quelque chose de structurel par rapport à l'identité de gauche à ce moment-là, au moment où la gauche abandonne ses idéaux sur le plan de l'émancipation sociale. Et Le Pen devient le diable de la République, et cette construction médiatique est orchestrée par François Mitterrand et par les mécènes des SOS Racisme, qui ont besoin du Front National aussi pour faire grimper les SOS Racisme, même si d'autres facteurs expliquent aussi l'ascension des deux phénomènes. Mais ce qui est sûr, c'est un jeu mimétique qui se joue par médias interposés, et que Le Pen va surjouer le diable de la République de manière à éloigner lui aussi les forces politiques qui auraient été tentées par une alliance avec l'extrême droite. Il va soigneusement maintenir le cordon sanitaire entre lui et les forces politiques traditionnelles. Et donc ça va aboutir à diviser la droite qui est saisie d'affolement à chaque point volé dans les sondages par Jean-Marie Le Pen. Et il y a un calcul politique et médiatique de François Mitterrand à ce moment-là. On ne rappellera jamais assez, même si évidemment il y a une multitude de causes, de facteurs qui expliquent aussi la progression du Front National dans les années 80. Ça marche. Il me semble qu'Anna avait une dernière question pour Vincent Berthollier sur le style réactionnaire. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les positions de la droite littéraire française au XXe siècle concernant la langue et le style, tel que présenté dans votre recherche portée sur le style réactionnaire? Peut-être pourriez-vous revenir sur le principe que vous déconstruisez, et je cite, comme le style est à droite et les idées sont à gauche. Ouais, alors je pourrais te dire, lisez mon livre, mais ce serait pas sympa, vous n'êtes pas là pour ça. Voilà. Pour le dire très rapidement, en gros, ce que j'ai essayé de faire dans ce travail, c'est déjà un travail d'histoire littéraire qui montre comment justement ce lieu commun littéraire, parce que c'est devenu un lieu commun, hein, le style est à droite, les idées sont à gauche, comment est-ce qu'il est né, à cause de qui, en fait de manière très concertée, et qu'est-ce qu'il y avait un peu avant, pas du tout la même chose, et comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc en gros, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, pour le dire très rapidement, après 1945, il y a la France est libérée, et il se trouve qu'un certain nombre d'écrivains plus ou moins connus
ont collaboré et donc n'ont pas fait le bon choix historique et se retrouvent plus ou moins ostracisés. Céline est en exil, Brasillac a été exécuté, Drieux s'est suicidé, Rebattet est en prison, Monterland est un peu inquiété mais finalement ça va, Paul Morand se barre en Suisse, bon, bref. Donc en fait, une grande partie des figures importantes, et Maurras est en prison également, une grande partie des figures importantes de l'extrême droite littéraire après 1945 est complètement compromise. En fait, la stratégie qui est inventée et mise en place par de nouvelles figures, des jeunes qui se sont pas trop compromis sous l'occupation et qui ont pour objectif de refaire une place à la droite dans le champ littéraire, qui est globalement occupé par Sartre et sa clique sartrienne, et puis par des gens qui sont en désaccord avec Sartre, mais tout le monde se positionne un peu par rapport à Sartre. Donc Sartre, c'est à ce moment-là l'ennemi à abattre. Et pour refaire une place à la droite et à l'extrême droite dans le milieu littéraire, un certain nombre de ces acteurs, qui sont plus très connus aujourd'hui, mais qui ont exercé une influence vraiment importante, éditoriale, journalistique et autres, dont un certain Roger Nimier, qui a été vraiment le chef d'orchestre du retour de Céline sur la scène littéraire, parce que plus personne ne le disait trop, et en fait, les gens se disaient qu'il était un peu fini après Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, qu'il n'y avait plus grand-chose à entendre littérairement. Donc Roger Nimier ainsi que d'autres, bon, si vous voulez les détails, etc., ça pour structurer, ont commencé à faire circuler cette représentation selon laquelle, en gros, ce qui caractérise les auteurs de gauche par rapport aux auteurs de droite, c'est que les auteurs de gauche, ils veulent s'adresser au peuple, ils veulent convaincre, ils ont des idées, donc par conséquent, ils ont un style, mais qui est un style un peu lourdeau, pédagogique, clair, scolaire. Il faut s'adresser à tout le monde, il faut être compris de tout le monde. Et comme les auteurs de droite n'ont pas ce souci-là, qu'en réalité ils ne s'occupent pas vraiment de politique, forcément ils ne s'en occupent plus, vu que, pour des raisons historiques évidentes, les auteurs de droite n'ont pas ce souci-là, donc leur style est caractérisé par la singularité, la désinvolture, l'élégance, une espèce d'aristocratie un peu dandy. Et donc cette représentation, ce discours sur le style, il naît dans ces années-là. Il rompt avec le discours et avec la poétique de la droite littéraire jusque dans les années 40, qui est en fait la droite a à l'époque une conception assez instrumentale du style, c'est-à-dire qu'on écrit pour faire passer des bonnes idées, des idées saines, des idées nationalistes, voilà. Donc, et le style, ça sert à ça, c'est un outil. Et donc, ça, c'est ce que pense globalement la droite littéraire jusque de 1900 à 1940. Bon. Et donc, ça change à partir des années 50. Et en fait, c'est cette représentation qui gagne du terrain et qui devient très majoritaire et qu'on retrouve dans une grande partie de la presse littéraire jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je me suis rendu compte, après avoir publié le bouquin, c'était une intuition, pas mal de gens, y compris des collègues, se disaient « Ah oui, c'est vrai, moi aussi, j'avais cette espèce de préjugé-là. Je me disais « Ah oui, bon, ça doit être globalement vrai, c'est une espèce d'idée, bon, si on regarde dans les détails, bon, on peut toujours trouver des contre-exemples et tout, mais ça doit être globalement vrai, les auteurs de droite, c'est plutôt des auteurs à style. » Et donc voilà, il s'agissait de refaire l'histoire de cette représentation pour la déconstruire, globalement. Et si je dois tirer quelques réflexions depuis la sortie du livre, j'aurais tendance à penser que en fait, cette représentation, elle appartient à une séquence historique qui est peut-être en train de se terminer. C'est-à-dire ce moment de la droite complexée, disons, de la droite qui devait toujours un peu se cacher, qui ne pouvait pas s'assumer comme telle, etc. Et j'ai l'impression qu'on est entré dans une séquence historique et politique où la droite est à nouveau décomplexée, où par conséquent la littérature de droite, au sens large de littérature, les productions écrites de manière générale, peuvent s'assumer comme étant, mettant la littérature au service de leurs idées et
la littérature n'a pas une espèce de fonction à part, coupée du monde politique ou autre. C'est comme ça que je pourrais... Justement, quels auteurs? Vous pensez à quels auteurs? En fait, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas tellement de renouveau littéraire de la droite, qu'il y a des petites productions, mais qu'en fait, certaines productions littéraires s'assument comme étant ancrées directement dans des maisons militantes. Je prends un petit exemple. Il n'y a plus le complexe, donc Et je prends un petit exemple. Donc ces auteurs-là, ce groupe d'auteurs on les appelle les hussards, ceux qui ont contribué à faire triompher cette représentation du style comme étant de droite. Aujourd'hui, il y a une petite maison d'édition militante d'extrême droite qui édite des espèces de polars dont le héros s'appelle le hussard. Et en fait, c'est un détective qui fait des enquêtes, c'est un peu un genre de Néo San Antonio, et qui se retrouve à se battre avec des antiracistes, des immigrés, etc. Et la maison assume de faire de la littérature de divertissement complètement militante. Et assume de pas mâcher ses mots, d'y aller vraiment brut de décoffrage c'est la droite décomplexée qui produit de la littérature. Donc à mon avis, pronostic, à mon avis, c'est plutôt cette tendance-là qui va être amenée à s'affirmer dans les années qui viennent, plutôt que des figures d'esthètes de droite détachées de la vie politique, etc. Je pense que ça, c'est plutôt une figure d'avant qui existait jusque dans les années 2000, et à mon avis, après ça n'a... Je pense que certains représentants de ça sont encore vivants, mais sont très vieux, ne produisent plus beaucoup. Et à mon avis, c'est pas sur ce chemin que tend à se diriger la droite littéraire, s'il doit y en avoir une dans les années qui viennent. Parce qu'en fait, il y a eu les hussards, comme vous avez donné étudié le phénomène. Après, tous les 10 ans, on prophétise l'arrivée des néo-hussards. C'est quoi les néo-hussards aujourd'hui? Alors c'est qui? Est-ce qu'il n'y a plus cette posture? Est-ce qu'il y a toujours cette désinvolture? De toute façon, ils sont beaucoup moins minoritaires qu'avant. Ces termes de néo-hussards, vous qui connaissez bien le sujet, je serais heureux de savoir ce que vous en pensez. C'est une étiquette de com du Figaro. C'est essentiellement ça. Le Figaro fait régulièrement des articles sur les hussards, d'ailleurs sur un mode assez peu littéraire. En fait, ça fait partie les hussards ont une œuvre littéraire qui est pas inexistante, mais mineure, et quand je dis ça, c'est vraiment sans volonté polémique. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, quand ils se référaient à leur œuvre littéraire, ils étaient quand même plutôt modestes. Et ils ont joué un rôle dans l'histoire littéraire qui n'est pas négligeable, pour les raisons que j'ai dites. Mais quand on voit l'héritage des hussards aujourd'hui et tous ces reportages qui sont faits, en fait, ce qui intéresse le Figaro, ou Causeur, c'est le style de vie qui va avec, c'est-à-dire un peu Golden Boy, on roule avec des grosses bagnoles, on fait des fêtes au champagne, au crayon, etc. Et c'est beaucoup plus ça que la production littéraire elle-même qui est mise en avant derrière l'étiquette de hussard. Donc néo-hussard construction du Figaro littéraire médiatique. Eh bien, merci beaucoup. Après avoir exploré en profondeur les différentes facettes du concept de peuple et analysé les multiples composantes du populisme et des représentations du peuple en littérature, il est temps d'ouvrir un instant d'échange avec le public et avec notre lectorat.